Bonjour, bon week-end, bienvenue en Basse-Normandie pour votre émission La Voix est libre. Nous avons choisi ce midi d'ouvrir le débat sur les sujets qui ont fait la une de vos journaux nationaux et régionaux. On les remercie d'avoir accepté notre invitation puisque c'est une première. Nous avons sur ce plateau 3 parlementaires de l'Orne, en l'occurrence la sénatrice Nathalie Goulet. Bonjour. Bonjour. Élue centriste, membre de l'UDI. À vos côtés, Yves Goasdouet, le député maire de Flers, apparenté PS. On vous a un peu mis en demeure de quitter le PS après les législatives. Bonjour Monsieur Beignet. Non, on m'a exclu du PS, il faut employer les termes adéquats. Alors, à vos côtés également, Véronique Louwagie, députée UMP de l'Aigle. Vous allez débattre tous les trois justement de sujets d'actualité. Et pour croquer cette émission, à nos côtés également, Chonu. Bonjour Emmanuel, avec un premier dessin. Mesdames, messieurs, bonjour. Alors écoutez, moi je vais vous dire, François Hollande se réjouit, donc une belle avancée, mariage pour tous, formidable. Sur le plan des mœurs, maintenant il va falloir qu'il gère chômage pour tous, parce qu'avec ce sacro-saint principe d'égalité, les Français seront bientôt tous au chômage, voyez-vous, et on pointera au Pôle emploi. Donc il va falloir faire quelque chose, parce que je crois que ce débat casse un peu les oreilles des Français qui souffrent. Voilà. Et ce débat intéresse les Français, puisque selon 80% d'entre eux, l'emploi reste la priorité. La nouvelle est tombée cette semaine d'ailleurs, le chômage a atteint un niveau record. On a dépassé le chiffre de 1997. Il y a désormais plus de 3 200 000 demandeurs d'emploi en France, plus de 65 000 en Basse-Normandie. Que vous inspire ces chiffres? On va les commenter justement. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer, Nathalie Goulet? Écoutez, d'abord, ça fait 18 mois que les chiffres augmentent, donc c'est pas une nouveauté malheureusement. Des raisons d'espérer, je ne sais pas, il y a eu beaucoup de plans sociaux qui ont été différés à cause des élections présidentielles et qui aujourd'hui trouvent leur aboutissement malheureux. Je crois qu'il faut redonner confiance aux chefs d'entreprise, c'est surtout ça, puisque c'est eux qui créent l'emploi. Donc je crois qu'il y a quand même un outil au niveau des chefs d'entreprise qu'il faut absolument soutenir. Donc il y a différents outils qui ont été mis en place, comme la Banque publique d'investissement, comme Oseo, comme d'autres outils, mais le marché n'est pas au rendez-vous. Mais que dire aux gens qui nous écoutent, qui sont en recherche d'emploi, qui n'ont pas de solution, qui ont envoyé des dizaines et des dizaines de CV sans avoir forcément de réponse, alors que la gauche et la droite se rejettent la responsabilité justement de l'échec dans la lutte contre le chômage. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que c'est qu'une affaire justement de c'est pas toi, c'est moi, ou c'est le gouvernement justement précédent qui n'a pas fait son travail? Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui nous écoutent? Je crois qu'il faut dire aux gens qu'il n'est pas bien de se renvoyer la responsabilité. Le chômage a augmenté depuis un an, il a augmenté avant. Moi, je ne vais pas faire le procès à Véronique Louwagie de ne pas avoir fait ce qu'il fallait auparavant. Parce que de toute façon, tout le monde, absolument tout le monde, s'en moque. Ce que l'on veut savoir aujourd'hui, c'est comment on améliore les choses. Et comment, justement, on redonne du travail. Et comment on redonne du boulot. Alors évidemment, d'être le plus concret possible. Mais évidemment, dans notre pour région. La personne, moi, je faisais ma permanence à Flers hier après-midi. J'ai reçu 35 personnes. Il y avait bien 15 demandeurs d'emploi. Donc je vois bien la difficulté qu'il y a, difficulté qui est réelle pour répondre. La réponse, elle est éminemment complexe. Elle devrait nous mobiliser tous dans un élan national de lutte contre le chômage. Et pourquoi ça ne marche pas, Nathalie Goulet? Ça va marcher. Nathalie Goulet disait ça fait 18 mois que le chômage augmente. Attendez, ça va marcher, mais personne n'imagine. Ça va marcher quand? Personne n'imagine qu'un bateau lancé à pleine vitesse dans une direction qui ne convient pas, le bateau France, on puisse le faire tourner immédiatement. Il y a un certain nombre de dispositions qui ont été prises. Je ne veux pas être trop technique, on va sans doute en débattre. Il faut que chacun s'en empare pour les mettre en œuvre. Et il faut surtout que nous redonnions collectivement la confiance à ceux qui sont susceptibles d'embaucher. Et le climat général dans lequel est actuellement le pays, c'est vrai, ne s'y prête pas. Véronique Louwagie, vous êtes élue, vous êtes également chef d'entreprise, vous êtes à la tête d'une société d'expertise comptable à l'Aigle qui emploie une quarantaine de personnes. Que vous disent les chefs d'entreprise qui sont vos clients? Quelles demandes vous avez pour qu'ils puissent embaucher? Quelle requête? Je crois que je rejoins les propos qu'on vient d'entendre. Effectivement, l'emploi, c'est la préoccupation principale des Français et je crois que c'est la préoccupation principale également des élus.
Pour qu'il y ait de l'emploi, pour qu'il y ait de l'embauche, il nous faut de la croissance. Et pour cela, il faut donner confiance aux chefs d'entreprise. Qu'est-ce que demandent les chefs d'entreprise? De la lisibilité, c'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir avoir un fil conducteur, ils veulent pouvoir savoir comment ça peut se passer dans les mois qui viennent, dans les trimestres qui viennent. Et ils ne lanceront des investissements, des programmes d'investissement qu'effectivement, que s'ils ont ce fil conducteur. Derrière, ce qui est demandé aussi, c'est une stabilité de la législation. Parce que c'est vrai que on modifie beaucoup trop souvent, beaucoup trop régulièrement l'ensemble des dispositifs qui s'appliquent aux entreprises, que ce soit en termes de normes fiscales, de normes sociales, de normes concernant l'environnement. Je crois qu'il faut qu'on arrête un petit peu de mettre à la charge des entreprises un certain nombre de dispositifs et de les changer. Alors, parmi, excusez-moi, les images de la semaine, il y en a une qu'on a retenue, que l'on a filmée dans votre département, l'Orne, c'est cette grève des employés de Magneti Marelli. C'est un équipementier automobile qui travaille pour Fiat, notamment, des employés qui réclament de meilleurs salaires et une prime de 1 000 € parce que leur groupe se porte mieux. Ils ont gagné un peu plus d'argent en 2012 que lors des années passées, 2011-2010. Qu'est-ce que vous leur dites à ces employés-là? Est-ce qu'ils ont raison de se battre pour des augmentations de salaire? Nathalie Goulet. Écoutez, moi je ne connais pas la situation du groupe, mais si la situation du groupe va mieux, il faut d'abord qu'ils investissent dans la recherche, dans l'outil pour pérenniser ce qui existe. Enfin ça, c'est déjà une priorité absolue. Dans l'industrie automobile, est-ce qu'on peut payer les gens plus cher aujourd'hui? C'est un débat qu'on a actuel sur les coûts de production, sur le coût du travail. Alors, moi, je crois que nous devons revoir notre coût du travail en France. Mais cependant, dans le coût du travail, il y a deux éléments. À la fois les salaires et les charges sociales. Je crois qu'on ne peut pas aller vers une diminution des salaires. Par contre, il nous faut réfléchir à une diminution des prélèvements sociaux, des prélèvements fiscaux d'une manière générale pour diminuer le coût du travail. Il y a trop de charges. Il y a trop de charges. Alors certes, ces charges financent des régimes sociaux qui nous sont chers, sur lesquels il faut effectivement se battre, parce que c'est un dispositif français qui profite à tous. Mais il faut avoir une réflexion pour alimenter ces dispositifs sociaux d'une autre manière. Et là, moi, j'étais tout à fait favorable à la TVA sociale. Oui, moi je ne crois pas aux recettes miracles et je ne crois pas au point de dire que seul le coût du travail empêche les embauches ou empêche la croissance. En réalité, nous nous sommes trompés collectivement certainement depuis un certain temps. Nous n'avons pas mis l'accent de manière suffisante sur la recherche et sur le développement. C'est ce qui cause d'ailleurs notre différentiel de balance commerciale avec l'Allemagne. Nous n'avons pas travaillé suffisamment, on vient de le faire avec l'accord national interprofessionnel, pour que ce qui fait l'entreprise, c'est-à-dire à la fois le patronat et les salariés, puissent s'entendre en dehors du conflit. Alors, vous savez, on vient... Une chose. Oui, on vient de voter un texte, personne n'en parle. Ce texte, il permet à 4 millions de salariés qui n'y ont pas accès d'avoir accès à une complémentaire maladie payée par moitié par leurs entreprises. Personne n'en dit rien. Juste un mot, avant de donner la parole à Nathalie Goulet. Il y a un certain nombre d'équipementiers automobiles dans le département de l'Orne. On a parlé de Magneti Marelli, on peut parler également de Faurecia. Oui. Il y a plus de 1000... Le Taille-sur-Huine, deuxième entreprise du département de l'Orne. Faurecia, Flair, plus de 1500 employés. Est-ce que vous êtes confiant pour l'avenir? Qu'est-ce que vous dites là aussi aux employés de chez Faurecia? Ça va aller mieux demain? Non, mais écoutez, il y a quelques semaines, Pierre Moscovici est venu à Flair et le patron monde de Faurecia a dit qu'il n'y aurait pas d'inquiétude particulière pour le site de Flair. Parce que le groupe travaille pour notamment un constructeur allemand, Volkswagen. Non, mais le groupe travaille pour à peu près tous les constructeurs automobiles au monde. Alors évidemment, quand ça va moins bien mondialement, ça va moins bien pour Faurecia. Ça ne veut pas dire que l'ambiance à l'intérieur de l'usine, elle soit forcément bonne, parce que les gens ont peur. Mais je crois, et c'est l'illustration locale de ce que je viens de dire, que si nous n'avions pas mis, c'est pas moi, mais collectivement, en œuvre les mesures que nous avons mises en œuvre il y a 8 ans, nous serions aujourd'hui dans la catastrophe, parce que nous n'aurions pas la recherche et le développement, parce que nous n'aurions pas la formation. Nathalie Goulet, et on referme cette page sur l'emploi. Allez-y.
Oui, simplement, il y a 3 ans déjà, sur le constat, je crois que tout le monde est d'accord, nous avons rendu au Sénat un rapport sur la désindustrialisation des territoires, qui était notamment axé sur l'industrie automobile. Et il y a un triptyque, il faut que les gens comprennent que quand vous avez un pôle et que vous avez de la formation et que vous avez de la recherche et du développement, vous pérennisez l'emploi. Et je crois que notamment le crédit impôt recherche va notamment servir à ça. Vous ne pouvez pas pérenniser l'emploi s'il n'y a pas la formation et la recherche sur le même site. C'est une des clés. Vous pensez que c'est ça qui peut rattraper notre retard Mais par c'est rapport ce qu'a à coulé des pays Moulinex. comme l'Allemagne, C'est ça par exemple suffira? ce qu'a coulé Moulinex. Est-ce que ça suffira quand on non. voit que les C'est un entreprises élément, allemandes, c'est un l'industrie élément. allemande Non, il faut gagnent jouer. de l'argent, redistribuent ses bénéfices à ses employés? Est-ce que ça va suffire justement C'est de un développer élément. les pôles recherche et développement? C'est un élément. C'est un un élément. élément de compétitivité. Alors, on va refermer, si vous voulez bien, cette parenthèse sur l'emploi. Les élus ont la vie dure en ce moment, hein, vous le savez, puisque le Premier ministre a présenté cette semaine un projet de loi sur la moralisation de la vie politique. C'est la suite de l'affaire Cahuzac. Jusqu'où faut-il aller? Je vous propose d'écouter Jean-Marc Ayrault et on en parle juste après. Je considère que nos concitoyens ont le droit de connaître par la transparence tout ce qu'ils sont en droit d'attendre pour qu'il n'y ait aucun doute concernant chacun des élus à qui ils ont fait confiance. Voilà, il faut jouer la transparence, c'est ce que dit Jean-Marc Ayrault, des sanctions à l'égard des élus qui tricheraient. Déclaration de patrimoine obligatoire, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous êtes prêts justement tous les trois à dire combien vous possédez. Moi, j'ai déjà dit ce que j'en pensais sur votre antenne. La transparence, ça n'a pas beaucoup de sens. Rappelez-le, justement, vous êtes Ce contre. qu'il faut, c'est de la clarté. Ouais. Ce qu'il faut, c'est de la clarté. Est-ce que nous déclarons notre patrimoine? Réponse, oui. Est-ce que en fin de mandat, le patrimoine est contrôlé? Réponse, oui. Est-ce qu'il est suffisamment contrôlé? Réponse, non. Et si je vous demande justement, sans rentrer dans le détail, Yves Goasdoué, J'ai déjà fait de ça me sur mon dévoiler blog. votre patrimoine. Bah, écoutez, c'est très simple. Je veux faire monter la fréquentation de mon blog, donc j'incite les téléspectateurs à aller voir sur mon blog. Alors, voilà. Donc, Moi, je voudrais quand même faire une petite parenthèse parce que donc on fait une déclaration de patrimoine à la commission de transparence au moment où on rentre en fonction, à la fin du mandat, et quand on a un deuxième mandat, comme ça a été mon cas, au moment de la reprise. Moi, je voudrais simplement vous indiquer que j'ai eu un contrôle de la commission de transparence parce que, ayant une succession entre deux, le patrimoine avait changé, il y avait une variation, et qu'à partir de ce moment-là, il a fallu rendre des comptes auprès de la commission qui a demandé les actes de vente, les actes notariés, qui a entendu le notaire. Donc c'est peut-être un contrôle sans aléatoire, mais rentrer il dans le existe. détail, jusqu'au vélo près ou combi Volkswagen, comme kayak. on appelle, ou le kayak même. Voilà, est-ce qu'on doit dire ce qu'on possède? Non, Il faudra le dire dans le cadre de la loi, mais on le déclare déjà. Hein. On le déclare déjà. Moi, je l'ai dit à votre Véronique antenne. Oui, voilà. Je crois que les élus doivent être exemplaires et irréprochables. Je crois que les contrôles doivent être accrus. Je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, puisque les déclarations sont effectuées, mais effectivement pas rendues publiques. Moi, je ne suis pas favorable à ce que les déclarations soient rendues publiques. À une question que vous pourriez me poser, est-ce que vous êtes prête à faire état de votre devine la patrimoine? réponse. J'ai la même réaction à cette question que lorsqu'un journaliste m'avait demandé de venir à mon domicile, me photographier Donc ça avec veut mes dire que enfants ce dans ma midi, famille. vous Voilà, n'êtes pas c'est prête le même à- comportement que j'ai. à dire ce que vous possédez en termes de maison, Non, parce que de- pour moi, ça n'apporte champ, de aucune ferme. amélioration, aucune efficacité au dispositif. Or, ce que l'on veut, c'est rendre plus efficace un dispositif qui apporte de la transparence, qui fasse en sorte que les élus soient irréprochables. Derrière, il faut des contrôles accrus et des sanctions beaucoup Quel type beaucoup de plus sanctions, fortes. justement, pour celui qui déclare son patrimoine, mais qui oublie une partie On les connaît, On les les sanctions, elles connaît, existent, c'est hein. l'inéligibilité, Et la c'est un nulation certain d'élection. nombre de sanctions financières. Mais la vraie... Jean-Marc Ayrault parle justement, Oui. c'était à l'Assemblée nationale, de sanctions accrues qu'il allait faire la chasse à Oui, mais ces élus on les a fraudeurs. déjà, on peut en accentuer le quantum, Oui, voilà, mais je crois qu'il faut les accentuer. je vois pas où est du tout la nouveauté. Et puis moi, je pense à ces centaines de collègues élus locaux parfaitement irréprochables qui se sentent aujourd'hui stigmatisés. Et ça ne me va pas du tout. Et jusqu'où faut-il aller, justement? C'est la question que je posais il y a quelques minutes. Pour l'instant, ce sont les ministres, les 38 membres du gouvernement qui ont fait leur déclaration de patrimoine. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au maire, jusqu'au conseiller général? C'est déjà le cas pour les maires de villes de plus de 30 000 ou les EPCI de plus de 30 000. Et tous les gens qui, dans les exécutifs, ont une délégation de pouvoir. Moi, je pense qu'il faut ajouter dans ces cas-là aussi les très hauts fonctionnaires. Il n'y a pas de raison. Les dirigeants d'entreprises dont
dont l'État est actionnaire. Mais la question, elle n'est pas de savoir si vous avez un patrimoine ou pas. La question qui se pose et la question qui intéresse nos concitoyens et nous aussi, c'est de savoir si vous êtes enrichi pendant votre mandat et de quelle façon vous l'êtes. C'est la raison pour laquelle il y aura un certain nombre d'interdictions d'un certain nombre de professions. La présentation des revenus, justement, des élus, si on va jusque-là, après le patrimoine, c'est quelque chose auquel vous pourriez être favorable ou c'est complètement tabou? Mais ça existe, de toute façon, ça existe partout. Ouais. Mais les Français ont quand même un problème avec l'argent dans l'absolu. Enfin, je veux dire, le problème, c'est la variation et savoir si on utilise son mandat à des fins qui sont juste à des fins d'enrichissement personnel. C'est ça la question qu'on pose. Moi, je rejoins. Attention au cadrage, dit Chonu. Quand on est hors cadre, c'est difficile. N'enlevez pas le bas, s'il vous plaît. Moi, j'ai quand même une difficulté avec cela parce que je me demande ce que ça peut induire dans l'esprit des Français. On est un peu dans le fantasme. Et ce que disent les Français, en fait, on l'a vu à travers les sondages. Je ne sais pas si ça les intéresse tant que ça. 77% d'entre eux, selon certains sondages, les élus sont corrompus. Et pour 70% d'entre eux, dans un autre sondage, ils ne leur font pas confiance. Voilà ce que disent les Français. Mais est-ce que de rendre publique une déclaration de patrimoine va modifier la confiance qu'auront les Français et les citoyens? Il y a une réaction qui m'a quelque peu surprise, c'est la réaction de Michel Delaunay, ministre en charge des personnes âgées, qui fait l'objet d'un ministre qui a un patrimoine plutôt élevé, qui a indiqué que finalement, dans un remaniement ministériel, elle se verrait bien à Bercy, puisqu'elle avait pu gérer convenablement son patrimoine et que, de ce fait, elle méritait. Je trouve que faire un lien comme ça, et c'est elle qui le dit, et les Français peuvent aussi se sentir attirés vers ça, faire un lien entre le patrimoine et les fonctions derrière, ça ne me paraît pas plein de bon sens. Après l'affaire Cahuzac, après l'affaire Cahuzac, la question qui est posée, qui est posée par le gouvernement, c'est celle du statut de l'élu. Quel élu veut-on? Est-ce que l'élu doit cumuler, en l'occurrence? On arrive à cette question. Est-ce qu'on peut être député maire Yves Goasdoué comme vous l'êtes, député conseillère générale comme l'est Véronique Louwagie? C'est une vraie question parce que ça touche aux revenus justement des élus et aux responsabilités. 70% des élus seraient malhonnêtes, etc. Sauf Véronique Louwagie, sauf ma collègue sénatrice. Et puis moi, ils me disent non, mais ça ne te concerne pas toi. C'est les élus dans l'absolu. C'est pas les uns ou les autres. C'est pas Nathalie, c'est pas Véronique. Vous voyez bien la vraie différence. C'est dans l'absolu. Attendez, il faut être... Si vous avez à faire un choix, quand la loi va être votée, entre votre poste de maire et celui de député, attendez, lequel faites-vous? Vous m'interrogez... Non, vous mélangez tout. Vous m'interrogez sur le cumul ou le non-cumul. Je suis contre le cumul. Je pense que c'est une vraie modernisation de la vie publique de cesser le cumul et il faut le faire dans des formes qui soient constitutionnellement compatibles avec le bloc de constitutionnalité. C'est quand même le moins. Donc ce qui va se faire, c'est qu'il va y avoir une loi interdisant le cumul et qui prendra effet en 2017. C'est un secret pour personne. La question qui est posée, Nathalie Goulet, c'est de savoir justement quel élu on veut, si cet élu doit avoir plusieurs responsabilités, quelle rémunération, quel statut, quelle transparence. On s'interroge après cette affaire Cahuzac. On va prendre un autre exemple. Vous êtes avocate de profession. Oui. Jean-François Copé a annoncé cette semaine, je crois, qu'il quittait le barreau de Paris. Oui. Vous êtes au barreau de Paris? Je suis au barreau de Paris, mais j'exerce pas, je suis omise, c'est-à-dire que j'ai demandé mon omission pour éviter les conflits d'intérêts, parce que ça, je crois que ça peut exister. Il se trouve que quand vous rentrez au Sénat ou à l'Assemblée, vous devez déclarer votre profession. Donc vous déclarez donc vous avez un certain nombre d'incompatibilités. Quand vous êtes avocat, au moment où vous prenez votre mandat, vous n'avez par exemple pas le droit de plaider contre l'État. C'est-à-dire qu'un cabinet d'avocats qui est un spécialiste, par exemple, du contentieux fiscal, le jour où le dirigeant de ce cabinet devient député ou sénateur, il ne peut plus plaider le contentieux fiscal puisque plus plaider. Bon. Les experts comptables, par exemple, peuvent continuer leur expertise. Donc je veux dire, les avocats d'affaires, c'est pas uniquement ça. Quand on devra régler cette question de savoir quelles sont les professions qu'on peut ou qu'on ne peut pas cumuler avec une profession de parlementaire, il faudra aussi qu'on voit du côté des experts comptables, et on a notamment en Mayenne le cas. Vous avez également... Ça implique une réponse de Véronique Louwagie. Oui, mais enfin ça c'est la situation telle qu'elle y est pour rien. Attendez, je termine. Et alors, ça c'est la deuxième chose. Par ailleurs, si vous voulez supprimer tous les gens qui travaillent,
au motif des conflits d'intérêts. Ce qu'il faut régler, c'est les déclarations d'intérêts. Parce que le parlementaire qui est agriculteur, le parlementaire qui est dentiste, le parlementaire qui est médecin, sinon vous allez avoir des assemblées de fonctionnaires. Et ça, c'est différent. Et ça, on n'en veut pas. Je crois que c'est très important d'avoir des assemblées avec une pluralité, une diversité des origines, des horizons, parce que ce sont ces diversités qui enrichissent le débat et qui nourrissent les discussions que nous pouvons avoir. Moi, c'est vrai que je suis expert comptable. Je continue quelque peu à être au sein de mon cabinet. Et finalement, je suis très contente de cela parce que ça me conduit à avoir, je dirais, des contacts qui sont riches auprès de mes clients. Je crois que cette diversité, elle est indispensable. Effectivement, il faut combattre les conflits d'intérêts qui peuvent exister. Il peut y en avoir. À l'Assemblée nationale, il y a un déontologue qui a été nommé pour la première fois à la fin de l'année 2012. Ce déontologue doit pouvoir faire sa mission, doit pouvoir exercer. Il faut qu'on lui donne les moyens aussi d'exercer et de combattre des conflits d'intérêts ou de les mettre en avant éventuellement. Il y a un mal français qui considère que les élus font du bénévolat. Mais les élus ne peuvent pas faire du bénévolat quand le travail prend 15 heures par jour. Mais est-ce qu'être élu, c'est un métier? Ah oui. Mais moi, je pense que c'est un métier à plein temps, mais c'est un métier dont il faut pouvoir sortir. Et c'est tout ça l'enjeu du statut de l'élu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de statut de l'élu, vous ne pouvez pas sortir de cette affaire et donc vous recherchez toujours la réélection. C'est un métier dont il faut pouvoir sortir. Nathalie Goulet. Oui, je voulais vous dire, hier, on était donc reçus chez le bâtonnier de Paris et j'ai une de nos collègues qui s'appelle Leila Aïchi, qui est députée, qui est sénatrice et qui est avocat au barreau de Paris. Et elle nous expliquait en disant que son parti n'était pas tellement démocratique et que le fait d'avoir un métier à côté, le fait d'être avocat, elle n'avait pas besoin de son parti pour gagner sa vie. Et qu'en conséquence de quoi, les positions qu'elle adoptait étaient des positions qui étaient totalement indépendantes, qui étaient les siennes, qui représentaient sa conviction. Et on a tous trouvé que c'était un excellent argument, parce que lorsque vous êtes fonctionnaire, si vous voulez une assemblée qui est faite d'apparatchiks, de partis, ça va être très facile. Vous allez avoir que des assistants parlementaires qui sont devenus députés ou sénateurs et qui n'ont jamais exercé autre chose. Et donc, si vous voulez, c'est aussi un moyen d'être indépendant par rapport aux partis politiques. Alors, s'il y a un débat aujourd'hui sur le statut de l'élu, sur la moralisation de la vie politique, c'est grâce ou à cause d'un homme, Jérôme Cahuzac. C'est à vous de nous dire. Sans refaire le débat, quel regard vous portez justement sur Jérôme Cahuzac? Moi, je ne suis pas de ceux qui tirent sur l'ambulance. Il a commis une faute gravissime. C'est un homme. C'est la preuve que l'intelligence ne protège pas de la malhonnêteté. Malheureusement, dans tous les groupes humains, ceci peut arriver. Moi, je n'en fais pas plus que ce que c'est. C'est grave, mais il ne faut pas en tirer des conclusions générales. Véronique Louwagie, rapidement, parce qu'on fait ce qui est arrivé est grave, mais effectivement, il faudrait qu'on prenne le temps de réfléchir à cette situation et de ne pas créer une loi comme on a le projet de loi Cahuzac qui va nous arriver dans quelques jours, qui finalement intervient très vite et sans préparation globale. C'était pourtant une Nathalie Goulet, rapidement, puis on va en arriver à la fraude fiscale. Je concède que ce n'est pas forcément une bonne habitude. Tout à fait. Nathalie Goulet, sur le cas Cahuzac, est-ce que c'est un cas isolé? Bien sûr. C'est un cas isolé. Mais oui, c'est un cas isolé, parce que là si vous voulez, c'est aux confins de la moralisation de la vie publique et de la fraude fiscale. Là, c'est quand même, Dieu merci, c'est un cas isolé, mais vous savez, tous nos concitoyens et les élus qui l'entourent, et notamment ses collègues socialistes et les autres, ont quand même été très étonnés de cette situation. Vous siégez justement à la commission d'enquête contre la fraude fiscale. Oui, absolument. Au Sénat. Vous dites que c'est un cas isolé. Il n'y a pas d'autres tricheries. Pourtant, on entend des chiffres assez... Oui, la fraude fiscale, c'est 50 milliards. 130 noms qui circuleraient sur une liste. Oui, mais ça, c'est des Leaks. personnes... On parle de politique et de moralisation. Là, vous me dites le cas Cahuzac, j'ose espérer que c'est un cas isolé, et nous le souhaitons d'ailleurs tous. Bon, en ce qui concerne la fraude fiscale, il y a des individus, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises. En ce qui concerne la fraude fiscale, c'est beaucoup moins isolé. Oui, c'est beaucoup moins isolé, mais c'est aussi la difficulté de définir l'optimisation et la fraude, parce qu'on a un droit fiscal qui est tellement compliqué que des cabinets d'avocats et des cabinets de juristes s'évertuent. Alors comment on lutte après cette affaire Cahuzac contre la fraude fiscale? Comment on fait mieux demain? Écoutez, déjà, c'est pas difficile de faire mieux. Le Sénat a rendu un premier rapport avec 61 propositions qu'on a eu beaucoup de mal à mettre en place. Il y en a eu quelques-unes de mise en place dans la loi de séparation des activités bancaires. Vous avez des choses extrêmement simples. Je voudrais vous citer un exemple. Oui, juste une petite seconde. C'est un cas isolé. Voilà, le dessin de Chonu.
Oui. Et ça, C'est pour faire marcher la ça, quincaillerie. c'est Villedieu-les-Poêles, c'est l'économie de Villedieu-les-Poêles qui va marcher à fond, les C'est ballons. bien. On c'est écoute bien. votre exemple, Nathalie Ah Guéguet. Il faut que Ah je oui. fasse depuis ces tâches. C'est tâche Bray, vous avez raison. Tâche Bray. Oh, quelle erreur. C'est Pardon, une- monsieur c'est une- Nourri, pardon, excusez-moi. C'est une erreur Oh épouvantable. mon Dieu, que je vous mettez quand même. m'excuse, Oui, mais c'est oui, Tâche oui. Bray, Les la hommes capitale ont de toujours la... tort. Alors, Bon. allez-y, Nathalie Goulet, Non, je sur vais vous votre donner un exemple. exemple. Le Dieu, c'est le cuivre. Celui des producteurs de bananes. Ah, les producteurs de bananes, ça c'est une chose magnifique, mais si vous voulez, le premier pays exportateur de bananes, c'est aucun pays d'Afrique, c'est pas non plus les Antilles, c'est rien du tout, pas du tout. Le premier producteur de bananes, c'est Jersey. Parce que les entreprises domicilient leurs bénéfices à Jersey, que donc Jersey est le premier producteur de bananes au monde, ce qui est quand même extravagant. Mais je voudrais juste vous donner un Ce exemple. qui est légal. Ce qui est absolument légal. Je voudrais juste vous donner, ça c'est les prix de transfert, c'est un peu technique. Je voudrais juste vous donner un exemple pour que vos auditeurs voient la marge de progression qui n'a rien à voir avec la loi. Voilà la difficulté. Vous avez des entreprises publiques. L'État a 134 milliards d'euros d'investissement dans les entreprises françaises. Ces entreprises-là peuvent très bien avoir des filiales dans des paradis fiscaux et des comptes à l'étranger. Donc il faut que l'Agence pour les participations de l'État, qui gère la gestion de ces entreprises, puisse déclarer et qu'on puisse vérifier si des entreprises dans lesquelles l'État est actionnaire ne sont pas schizophrènes au point d'avoir des comptes à l'étranger et des filiales dans les paradis fiscaux. Véronique Louwagie, je rappelle simplement que vous êtes experte comptable, donc que vous avez à traiter des histoires de fiscalité. C'est votre quotidien depuis longtemps. Ah oui, parce que l'expert comptable, je dirais, fait de la comptabilité, Oui. mais de la comptabilité sans fiscalité, dans notre monde d'entreprise, c'est difficile. Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Les paradis fiscaux et les paradis bancaires. Et finalement, je pense qu'on fait une confusion des deux. Les paradis fiscaux, ce sont des territoires qui sont attractifs en termes de fiscalité, mais je dirais avec une espèce de légalité qui est semi-officialisée au niveau du monde. Je crois qu'au niveau de l'Europe, il faudrait qu'on arrive à combattre ces différences de fiscalité qui peuvent exister. J'entendais hier que le Portugal envisageait de mettre un impôt sur les sociétés au niveau des entreprises à 10%. C'est une vraie interrogation. Ça va devenir un paradis fiscal. Et derrière, nous avons les paradis bancaires, où là, il y a le secret, ce culte du secret, cette opacité, et il nous faut combattre, je dirais, les paradis bancaires. Il nous reste quelques secondes là, pour terminer cette émission. Le débat est clos. Le mariage pour tous a été voté cette semaine. Un commentaire sur justement ce vote à l'Assemblée nationale. On va refermer cette parenthèse. Il y a un recours plusieurs recours même devant le Conseil constitutionnel. La réponse le 23 mai prochain. Oui, moi je veux vous dire, Le Gaudois. je suis très fier d'avoir voté ce texte. Non pas parce que ce serait un texte de combat et une victoire contre tels ou tels. Je regrette que le débat ait pris un tour tellement clivant qu'il ait fini par blesser les uns et les autres. Véronique Louwagie, que peut-il se passer maintenant? Eh bien, Échec et victoire? Et il nous faut attendre effectivement les résultats des sages qui auront Du Conseil leur constitutionnel. dernier mot. Moi, c'est une déception. Une union civile, tout à fait. C'est l'adoption qui, pour moi, est un élément fort. C'est le droit de l'enfant qui doit être avant le droit à l'enfant. La crainte, après, c'est la GPA, la PMA, justement? Oui, je Nathalie pense, Goulet. je pense que ça, c'est une question qu'on s'est tous posée. Ça va arriver dans le texte sur la famille. Moi, je regrette tout à fait des propos outranciers. Je regrette que Madame Brigitte Bardot harangue les foules. D'ailleurs, avec un tel surnom, très franchement, elle ferait mieux de rester chez elle. Et je trouve que ce clivage-là est absolument détestable. On n'a absolument pas besoin d'exciter les foules en ce moment dans un climat qui est aussi mauvais. Et vous avez des tas d'attaques personnelles et physiques contre des homosexuels. Et ça, c'est absolument inadmissible. On va terminer cette première partie par ce sujet. On va se retrouver dans quelques minutes. Et on va parler d'un sujet régional qui vous concerne directement dans l'ordre. La décharge de Nonant-le-Pin et cette polémique avec une journée de mobilisation aujourd'hui justement près du site. A tout de suite. Bonjour, bonjour. Retour dans votre émission La Voix est libre pour évoquer les sujets d'actualité en compagnie de trois parlementaires de l'Orne. La sénatrice Nathalie Goulet du groupe centriste au Sénat, Yves Goasdoué, le député maire de Flers proche du Parti socialiste et Véronique Louwagie, députée UMP de l'Aigle. On va évoquer à présent un sujet que vous connaissez bien, dont on parle depuis plusieurs mois dans la région et dans votre département, l'Orne. C'est cette décharge de Nonant-le-Pin. Je rappelle le projet, 150 000 tonnes de déchets de l'automobile non polluants qui doivent être stockés sur un espace correspondant à 20
terrain de football, à proximité de nombreux haras nationaux comme celui du haras du Pin. Aujourd'hui, samedi, nouvelle mobilisation des opposants. On va être très concret. Est-ce que vous y serez à cette journée de mobilisation? Véronique Louwagie. Moi, je n'y serai pas parce que je ne suis pas dans le département des deux mains. Je l'avais indiqué aux organisateurs il y a quelque temps. Sur ce site, je crois qu'on peut regretter, enfin moi je regrette qu'on ait choisi un tel endroit pour implanter ce site. Aujourd'hui, nous avons une décision d'un tribunal qui s'impose à nous. Je crois qu'il y a deux solutions, ou plutôt trois. Ou le site s'ouvre dans quelques mois, ou alors le site ne s'ouvre pas. Prévue, c'est au mois de juin. Oui, à peu près en milieu d'année. Le chantier est en cours. Vous avez demandé qu'il y ait un moratoire, qu'on gèle les travaux. Vous n'avez pas été entendu pour l'instant. Alors, c'est la région Basse-Normandie qui a demandé effectivement un moratoire. Hein, c'est la région. Que vous avez signé. Le conseil régional Basse-Normandie, non, je n'appartiens pas à la région. Je ne suis pas membre du conseil régional. Je ne suis plus membre. Voilà, donc c'est le président du conseil régional qui a demandé ce moratoire. Derrière, si nous ne voulons pas que ce site ouvre, deux solutions finalement. Ou ce sont les tribunaux qui, dans le cadre de recours qui existent, mettent en place des dispositifs et qui n'autorisent pas l'ouverture par de nouveaux éléments qui existeraient, ou c'est le gouvernement qui trouve un accord avec l'industriel sur place. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit aux riverains, aux éleveurs de chevaux dans ce secteur qui, normalement, vont voir débarquer des camions à votre question. Ces déchets de l'automobile avec une ouverture prévue au mois de juin. Réponse à votre question. Je vais de ce pas à la manifestation. Premier point. Deuxième point. Nous sommes dans une situation très difficile parce que nous sommes affrontés à une décision de justice devenue définitive à raison du fait que Mme Kosciusko-Morizet n'a pas autorisé le préfet de l'Orne de l'époque à faire appel de cette décision de justice. Et donc aujourd'hui, nous devons trouver un fait nouveau pour réouvrir les procédures judiciaires. Je la fais simple et courte, mais c'est la vérité. Ce fait nouveau existe peut-être. Il réside dans un rapport qui a été sollicité par les associations, qui est un rapport de Brettizel, et qui vient infirmer l'ensemble des conclusions de ce qu'avait dit le Bureau de recherche géologique et minière. J'ai saisi la ministre de l'Environnement de cette affaire et j'attends la réponse. Alors, il y a des menaces qui pèsent sur les Jeux équestres mondiaux. Les opposants ont dit, si jamais le chantier n'est pas arrêté et si finalement la décharge ouvre, on fera tout ce qu'il faut pour empêcher les Jeux équestres mondiaux en 2014 de se dérouler. Votre commentaire, Nathalie Goulet, justement, est-ce que vous accompagnez les opposants quand ils disent ça ? Écoutez, les extrêmes et les mesures extrêmes et les menaces, moi je suis assez imperméable aux menaces, donc je ne pense pas que ce soit une solution. On est dans une situation formidable puisque la décharge est dans la circonscription de Mme Louwagie et les ennuis sont dans la circonscription de M. Gouesdé. Donc si vous voulez, je vais laisser... Les ennuis sont partout. Voilà. Les ennuis sont partout. Les ennuis sont partout. Bon, il y a une décision qui a été prise. Le Conseil général de l'Orne de l'époque a donné son accord. Je ne vois pas comment le gouvernement, contrairement à ce que vous avez dit, devrait pouvoir discuter. Le Conseil général n'a pas donné d'accord. Le Conseil général a payé les travaux pour alimenter cette décharge, les ronds-points, etc. Et la délibération a été votée à la quasi-unanimité de l'époque. Quoi qu'il en soit, la situation aujourd'hui doit être gérée. Je pense qu'en saisissant le ministre, Yves Gouesdé a fait ce qu'il fallait. Je pense que le dossier est maintenant... Voilà, moi, les opposants m'ont demandé ce que je pouvais faire. Vous serez avec eux, justement, aujourd'hui, samedi ? Non, je ne suis pas dans l'Orne non plus. Comme Véronique Louwagie. Je veux dire, les opposants m'ont demandé, pendant la campagne sénatoriale, de faire quelque chose. Le conseiller général, Patrick Mussat, m'a demandé. J'ai fait venir Jean-Vincent Placet. Nous étions ensemble à la manifestation à l'époque. Et nous étions un peu les seuls sur ce dossier qui est devenu beaucoup plus important. Que dites-vous aux gens qui habitent ce secteur ? Ils auraient dû se mobiliser plus tôt. Puis on est dans un état de droit. La question c'était quid des Jeux mondiaux. Voilà. Est-ce qu'ils seront empêchés ? Je ne le crois pas. Mais moi, je fais tout ce qui est de mon pouvoir dans le cadre d'un état de droit pour faire au moins vérifier les éléments de discordance qui me sont communiqués par les associations.
Alors, rapidement, puis on va voilà. passer à un autre sujet. Je voudrais revenir sur la situation de l'époque. C'est vrai que le préfet Moreau avait eu la bonne attitude, puisque lui avait refusé... Maréchaux, pardon, je confonds. Le préfet Maréchaux avait refusé l'exploitation du site. Deuxième point, je voudrais revenir sur le Conseil général. Le Conseil général n'a pas délibéré, parce qu'à l'époque, en tout cas, Yves Guazdé y était, et il n'y a eu aucune délibération de présenter en ce sens. Le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que les Jeux équestres mondiaux, qui sont quand même un enjeu important pour notre territoire, où là, toutes les télés vont être sur ce territoire de Normandie, sur nos haras, sur le domaine du cheval, qui est un élément fort pour notre département, pour notre région. Je crois qu'il faut vraiment que ces Jeux équestres mondiaux soient réussis, et je ne crois pas qu'il faille que quiconque les entrave. Pour se sortir de cette affaire-là, il faut stigmatiser personne. Il faut essayer de faire en sorte que tout le monde puisse en sortir par le haut, parce que s'il y a un élément nouveau, il y aura une difficulté, et il y aura une difficulté avec l'entreprise qui n'est pas plus à stigmatiser qu'autre chose. Il y aura une vraie difficulté parce qu'il faudra indemniser cette entreprise. Alors, on va refermer là aussi ce dossier sur ce projet de décharge à Nonant-le-Pin, et on va parler de sujets qui intéressent beaucoup de gens. 80% des Français estiment que l'emploi est la priorité. Et parmi les chiffres de la semaine, il y a ce chiffre du chômage, 3 200 000 chômeurs en France, plus de 65 000 également en Basse-Normandie. Et il y a cet autre sondage qui dit que 79% des Français estiment que leur pouvoir d'achat a baissé en 2012, et ils pensent que ça ne va pas s'arranger dans les mois qui viennent. Qu'est-ce que vous leur dites, vous qui êtes élus du département de l'Orne et élus nationaux? De toute façon, ce qu'ils pensent, c'est ce que nous avons, puisque là, nous avons les chiffres de 2012, où pour la première fois, effectivement, depuis 1984, nous avons eu une diminution du pouvoir d'achat. Moi, je crois que le gouvernement n'a pas pris, depuis ces derniers mois, les bonnes orientations, puisque 30 milliards d'euros ont été mis à la charge des entreprises, à la charge des ménages. Et, par exemple, la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est pour un certain nombre de salariés une perte importante, 50, 100 euros par mois. Et ça, c'est une diminution de pouvoir d'achat constatée dès septembre. Comment concrètement, tout de suite, je dirais, on permet aux gens de consommer nouveau? Comment on leur redonne un petit peu, c'est une bouffée d'air pour consommer tout de suite? D'abord, les chiffres qu'on évoquait ne sont pas les chiffres 2012, mais les chiffres 2010-2012. Primo, il faut être précis dans les affaires. Parce que 2010-2012, je l'ai dit au début de cette émission, il ne s'agit pas de dire c'est la faute d'un tel ou un tel, mais soyons quand même précis dans les choses. Bon, vous savez, le problème, c'est que ça ne s'arrange pas. Mais ça s'arrange. Ça sera même pire dans les mois qui viennent. Non, mais ça ne s'arrange pas. Mais la vraie réalité pour le pouvoir d'achat, c'est le chômage. Quand on arrivera à faire reculer le chômage, on donnera du pouvoir d'achat. Après, sur telle ou telle mesure catégorielle, moi je ne sais pas faire des promesses qui, dans l'état des finances de la France, ferait qu'on se mettrait sur une relance par la consommation. Je ne sais pas le faire. Certains, à la limite, à l'extrême gauche, le souhaitent, je l'entends. Mais moi, je préfère dire des choses qui puissent être tenues plutôt que de dire n'importe quoi parce que je suis sur un plateau de télévision. Alors, Romain, je ne sais pas faire ça. Vous êtes sur ces chiffres, tu permets sûr de ces chiffres. Voilà. Dit Hollande et Mme Louvagie, il dit, tu permets, je suis comptable. Elle est comptable. Vous êtes comptable, Mme Louvagie? suis comptable. Bon, écoutez, arrêtez de baigner voilà, écoutez, franchement, c'est dingue, ça, quand même. Comptable, et on en arrive à la fin de cette émission. Et candidate en 2014, tiens, les municipales se préparent. Dans l'immédiat, j'interviens, moi, sur tout le département. Nous essayons de nous mobiliser au mieux pour avoir des équipes dans un certain nombre de villes. Voilà. Donc, je serai très présente à côté d'un certain nombre de candidats. La question, sur l'Aigle. Je vais la reposer. La question, je vais la reposer autrement. j'imagine. Est-ce que vous serez candidate sur l'Aigle? Dans l'immédiat, aucune décision n'est prise. Il y a une équipe qui travaille et je suis aux côtés de cette équipe. Yves Goasdoué, même question. Ah ben, vous êtes 2014, candidat sur vous Flair, êtes constant, naturellement. mais vous l'avez fait une seule fois avec Véronique Louvagie, 3 fois avec moi. La réponse est la même, d'ailleurs, elle est archi publique. Oui. On a un peu de boulot. Vous serez candidat. On est dans une situation pas possible. Moi, je me prononcerai, et je vais vous dire quand, je me prononcerai comme je l'ai toujours fait en début d'année.
Je vais vous poser également la question, Nathalie Goulet. Je sais que ça n'intéresse personne parce que chacun sait que je cumule pas. Mais je voudrais quand même vous dire que j'ai quelques activités en ce moment, notamment pour essayer de drainer de l'emploi, et on aurait pu en parler, de ce type de projet sur le département avec des chambres de commerce franco-turques, avec des étrangers, parce que le marché maintenant est à l'extérieur. Et mon travail se fait sans couper des rubans tous les week-ends et en essayant d'amener de l'emploi dans ce département. Ça suffit à mon bonheur. Eh bien, ça sera la ligne de conduite et la conclusion justement de cette émission. Merci à toutes les trois, à tous les trois d'avoir participé à cette Weli. Merci Chonu. La semaine prochaine, nous recevrons Philippe Augier. Et également le candidat du MEDEF, le candidat régional bas-normand, Patrick Bernasconi, pour la succession de Laurence Parisot. Voilà, bon week-end et à bientôt.